Bonsoir à tous. Depuis la formation du nouveau gouvernement au Mali, certains jugent sévèrement le président Ibrahim Boubacar Keïta. D'autres pointent du doigt certains opposants virulents hier qui se sont finalement décidés à rallier le camp présidentiel. Que vaut ce nouveau gouvernement? Pourra-t-il réussir là où les autres gouvernements ont échoué? Ce sont des questions que nous posons ce soir à notre invité. Bienvenue, vous êtes dans l'entretien du jour. Bakary Traoré, bonsoir. Bonsoir, M. Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un spécialiste des questions géopolitiques et du Sahel, évidemment. Vous connaissez très bien le Mali. J'avais envie de vous demander, juste à l'entame de cet entretien, si vous aviez un mot pour qualifier ce remaniement, quel serait ce mot? Le mot que j'utiliserais pour qualifier ce remaniement, oui. Je dirais énième remaniement ministériel. Énième remaniement ministériel parce que le président Ibrahim Boubacar Keïta en est à son deuxième mandat. Après son premier mandat de 5 ans, donc il a entamé le deuxième mandat. Donc ça fait 6 ans. Oui. Donc 6 ans. 5 ans, 8 mois, pour être encore plus précis. Ministre, oui. Voilà, on est au 6e Premier ministre avec la nomination de Dr Boubou Cissé comme oui. Premier ministre. Donc voilà, c'est une énième nomination donc, de Premier ministre. Cela dit, ce gouvernement est atypique par rapport aux autres parce qu'il faut reconnaître qu'effectivement, ce gouvernement a fait une ouverture. Oui. Par rapport à l'opposition et la société civile. Ce qui n'a pas été le cas dans les précédents mandats, oui. Mais aussi dans le précédent gouvernement qui était en place sous Meïga Boubou Maïga. Oui. Ouverture parce qu'il faut reconnaître que la diplomatie qui est un des points, en tout cas une chose, un poste... Un grand ministère, oui. Un grand ministère oui. de souveraineté oui. a été attribué donc à Tchiblé Dramé, oui. Un opposant qui était le chef de campagne, le directeur de campagne du chef de file de l'opposition, M. Soumaïla Cissé. Oui. Ce qui est vraiment une ouverture. Oui, mais en même temps, c'est une petite ouverture quand même, parce qu'il n'y a que 2 vrais opposants à l'intérieur de ce gouvernement. Il y a Tchiblé Dramé et je n'ai plus le nom. Il y a Amadou Diko, l'opposition, Amadou Cham, qui était en tout cas un député, oui. Qui était dans la mouvance donc, de la fronde qui était opposée à la révision constitutionnelle sous le précédent mandat de IBK. Oui. Ce dernier, donc Amadou Cham aussi, est rentré dans le gouvernement. Et c'est vrai, c'est une ouverture, mais une ouverture, on va dire que ça a été tiède. Voilà, timide, oui. Hein, c'est le terme exact. C'était une ouverture timide, en ce sens que, le chef de file de l'opposition n'a pas voulu entrer dans le gouvernement, ce qui est une bonne chose. Ça, c'est un échec pour le président, non, ça? Oui, on peut dire ainsi, oui, un échec pour le camp de la majorité, parce que le président et son nouveau Premier ministre voulaient faire en sorte que cette ouverture puisse englober les gros partis donc, oui. de l'opposition. Heureusement ou malheureusement pour eux, mais heureusement pour la bonne santé de la démocratie malienne, ça n'a pas été le cas et c'est une très bonne chose. Il faut saluer parce que le Mali a adopté une loi qui prévoit un statut juridique de l'opposition et qui détermine notamment en ce qui concerne les partis politiques de l'opposition. Tout parti politique de l'opposition qui opte pour son entrée dans le gouvernement ou le soutien à l'action gouvernementale peut le faire, mais en ce moment, il perd d'office son statut d'opposant. Donc, ceux qui ont accepté, comme Tchiblé Dramé du Parena, c'est ça, hein? Tchiblé Dramé, tout à fait, du Parena, Amadou Ndiko donc, du PSP. Oui, ceux qui ont accepté, on va dire que désormais, ils ont perdu leur souveraineté d'opposant. Oui, tout à fait. Selon la loi, ils ont perdu leur statut d'opposant. Oui. Et là, ils sont dans le camp de la majorité. De la majorité. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la démocratie d'avoir pris ce statut de l'opposition qui fait en sorte que les jeux soient clairs. Oui, il y a une vraie démarcation désormais. Tchiblé Dramé ne peut pas se mettre à dire « je suis un opposant » parce que désormais, il est dans la majorité présidentielle. Absolument, il est tenu aussi par la solidarité gouvernementale. Oui, évidemment, quand on va boire à la rivière,
rivière, on ne peut pas cracher dans la rivière. Absolument, absolument. Oui. Mais il est important de souligner aussi que ceux qui ont signé, parce qu'il faut souligner que le 2 mai, justement, ce gouvernement a été précédé par la signature d'un accord politique entre les différents partis politiques de la majorité, mais aussi ceux de l'opposition qui ont accepté d'aller vers la majorité, et certains membres aussi de la société civile. Eh bien, cet accord qui a été signé entre les différentes parties, donc avec un certain nombre de points, notamment la mise en œuvre de l'accord, l'entente, la réconciliation en quelque sorte, et le défi sécuritaire sur l'ensemble du pays, et donc qui prévoit un certain nombre de problèmes, et notamment surtout le problème brûlant de l'école aujourd'hui. Et donc vous savez que le Mali tend vers malheureusement sur une crise, une année blanche. Oui, une année blanche. Si vraiment le gouvernement n'y s'attelle pas. Parce qu'il y a eu des grèves à répétition et les tensions dans le nord du pays ont vidé aussi des écoles. On va essayer de se concentrer sur ce nouveau gouvernement. Évidemment, on voit donc l'entrée au gouvernement de deux grands opposants. Et la question qu'on se posait, d'ailleurs, j'ai entendu le chef de file de l'opposition dire non, ce n'est pas une trahison, et que Thiébilé Dramé, qui a été son directeur de campagne, se retrouve tout d'un coup dans le camp de la présidentielle. Quand même, entre nous, c'est une petite trahison quand même. Vous savez, le comportement des hommes politiques est ce qu'il est. Comme on le dit parfois, la raison politique a ses raisons que la raison elle-même ignore. Sinon, bon, effectivement, Soumaïla Cissé prend l'entrée de certains membres de l'opposition dans le gouvernement comme étant un acte tout à fait réaliste. Sans pour autant le condamner, sans pour autant le dénigrer. Il a pris ça du bon côté, en se disant que, bon, effectivement, à un certain moment donc, du parcours des uns et des autres, il se peut que les uns peuvent glisser vers le camp de la majorité. Mais cela dit, comme je l'ai dit, il est très important que le fait que le chef de file de l'opposition, qui par ailleurs a un statut légal, avec un budget de 500 millions par an, n'est pas entré dans ce gouvernement. Je pense que c'est un point essentiel dans tout ce remaniement qui était en cours. Si le chef de file de l'opposition avait fait ce choix avec son parti, l'URD, de rentrer dans ce gouvernement, la démocratie malienne allait en pâtir. Mise à mal aurait encore un peu plus souffert. Parce que, comme on dit, la démocratie, c'est la majorité qui gouverne sous le contrôle de l'opposition, avec l'arbitrage du peuple. Donc, il faut absolument cette opposition pour vraiment apporter la contradiction par rapport à la gouvernance en cours. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans ce gouvernement. C'est vrai qu'on s'attarde, c'est un gouvernement de 38 membres, avec des ministres délégués, des secrétaires d'État, mais il y a quelque chose, on parle beaucoup de l'entrée de Thiébilé Dramé parce qu'il a été l'un des opposants les plus virulents à l'encontre du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais j'ai trouvé curieux, et vous allez m'éclairer là-dessus, vous qui connaissez bien le marigot malien, le choix au ministère de la Défense d'un ex-chef d'état-major qui, lui, est impliqué dans une affaire cherchée par la justice de son pays sur l'affaire de la disparition des bérets rouges. Comment expliquez-vous que quelqu'un qui est maille à partie avec la justice de son pays soit nommé au gouvernement? La question, elle est tout à fait pertinente et en même temps délicate. Il faut reconnaître que le chef d'état-major, M. Daïrou Dambélé, le général de division Daïrou Dambélé, était un officier de valeur. Mais cela dit, pendant la transition en 2012, il était chef d'état-major donc de l'ensemble de forces armées donc maliennes. Et sous cette mission, en tout cas pendant qu'il était à ce poste, donc il y a eu cet événement malheureux d'affrontement entre bérets rouges et bérets verts qui s'est soldé par une vingtaine de bérets rouges qui ont été on va dire, massacrés. Et il faut entendre effectivement la voix de ces victimes-là. Mais quelque part aussi, ce général, il y a une procédure judiciaire qui est en cours à son encontre, où finalement il a été mis en liberté provisoire. Et dans le cadre de cette situation de mise en liberté provisoire, que finalement intervient sa nomination comme ministre de la Défense. C'est court-circuiter un peu la justice de votre pays, non, que de faire cela. Bon, je pense que l'essentiel, c'est de rester derrière la loi. Est-ce que la loi l'empêche de l'être nommé? Je ne pense pas. Mais
C'est vrai que c'est un général que là aujourd'hui l'armée malienne a besoin de ces généraux. Parce qu'on dit que c'est un homme qui est très proche de la troupe. C'est pour ça qu'on le nomme, parce que peut-être qu'il va réussir Par son parcours de son CV, c'est quelqu'un qui a sillonné toutes les zones foyers de tensions que le Mali connaît aujourd'hui, depuis Kidal, Tessalit, Nampala. C'est des zones stratégiques militairement où il faut des officiers, des valeurs qui connaissent ce terrain-là. Mais cela dit, je pense qu'il faut rester toujours derrière la loi, quelles qu'en soient les situations. Si la loi permet qu'il soit nommé comme ministre de la Défense et qu'il apporte sa compétence donc, à l'armée malienne, pourquoi pas. Mais cela dit, si jamais d'ici là, il y a une décision judiciaire qui intervenait, par rapport à la procédure judiciaire qui va à son encontre, je pense que la loi doit être respectée. En ce moment, il doit se démettre et se mettre à la disposition de la justice. Mais pour l'instant, je pense que on est d'accord là-dessus. Moi, je pense que aujourd'hui, l'armée malienne a besoin de tous ces généraux. D'ailleurs, c'est l'occasion de, moi, je pense, c'est un point de vue personnel, le fait que ces généraux, certains d'entre eux, soient nommés comme ambassadeurs alors qu'on en a besoin d'eux sur le terrain. Je pense notamment à l'ex-chef d'état-major Didier Dacko, qui est nommé ambassadeur en Chine, et bien d'autres. Je pense que la situation actuelle d'aujourd'hui au Mali n'y aide pas à de telles nominations. Les hauts militaires gradés de l'armée, l'armée en a besoin, pour sécuriser l'ensemble du pays. Le temps qui nous est imparti va très vite. On va essayer d'aller très vite aussi dans les questions que nous nous posons et les réponses que j'attends de vous. Je me disais que le Premier ministre, le docteur Boubou Cissé, était un Peul. Est-ce que ça a un poids, sa nomination a un poids quelconque dans le pays, ou ce n'est pas la peine de s'attarder sur son de s'attarder sur cette question-là, qui certains essaient d'étudier. D'ailleurs, je dis que c'est un gouvernement des Peuls parce qu'il y a beaucoup de Peuls là-dedans. Donc, je pense que j'ai toujours dit que le Mali, les différents présidents du Mali, ceux qui ont gouverné le Mali depuis 1960 à aujourd'hui, sont toujours bienveillants par rapport à ce que la diversité du Mali soit respectée. Que Boubou Cissé soit, je pense, soit Premier ministre aujourd'hui. Je pense que le président a fait le choix notamment par rapport à ses compétences que par rapport à une appartenance ethnique. Et Dieu merci, le Mali, on n'est pas toujours dans cette connotation ethnique de nomination des hauts responsables du pays. Parce qu'on ne cessera jamais de le dire, le Mali, c'est une population multi-ethnique, multiraciale, multiconfessionnelle. Est-ce qu'il a les chances de réussir? Il a les chances de réussir si vraiment il compose bien d'abord avec le reste de l'opposition, mais surtout avec la majorité présidentielle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement précédent a été victime, en quelque sorte, d'une fronde contre même les députés au niveau de l'Assemblée nationale pendant le vote d'une motion de censure. Mais avant le vote d'une motion de censure, le Premier ministre a démissionné parce que les députés de la majorité avaient fait le choix de démettre le Premier ministre. Parce qu'ils ne le considéraient pas comme un des leurs, en fait, en réalité. Oui, il y a eu beaucoup de difficultés. Le courant n'est passé plus entre le Premier ministre, bien sûr, qui n'était pas donc le parti majoritaire, le Soumaïlou Bouboué Maïga de l'ASMA. Et je crains sur le plan politique que le parti majoritaire, à un moment donné, n'essaye pas de mettre le bâton dans le roue, parce qu'il ne faut pas reconnaître, on n'a pas eu le temps d'aborder aussi, parce que quand vous regardez ce gouvernement, les postes stratégiques n'ont pas été attribués cette fois-ci aux membres du RPM, le parti majoritaire. Il peut y avoir des ressentiments derrière. Frustration et on ne sait jamais. Mais je pense que c'est un jeune qui a des talents, qui a un certain nombre de compétences, et notamment. Qui a ses chances. Qui a ses chances, bien sûr, avec, si jamais il parvient à faire cette ouverture, à bien composer avec l'ensemble de la classe politique, mais aussi de la société civile, sur les questions majeures à venir, notamment la révision constitutionnelle, mais aussi l'application de la mise en œuvre donc, de l'accord de paix. Je pense qu'il peut avoir plus de soucis. Mais que le peuple ne soit pas court-circuité, y compris classe politique, mais aussi société civile. On va conclure notre entretien. Il n'y a pas si longtemps, vous avez participé à une conférence sur la place de la diaspora dans la recherche de la paix au Mali. Qu'est-ce qui en est ressorti très rapidement, parce qu'on va conclure? Très rapidement, c'était une conférence organisée dans le cadre du 50aire du GRDR, qui est une ONG française qui accompagne des associations de développement de l'Afrique en général, mais surtout
surtout le Mali en particulier. Et donc c'était une occasion pour le GRDR et le CADERCAF, qui regroupe un certain nombre d'associations qui interviennent dans le développement de la région des Cailles, pour interpeller en quelque sorte nos autorités par rapport à un certain nombre de problèmes qui existaient dans les différentes régions dans l'ouest du Mali, notamment la région des Cailles. Les différents membres donc, de CADERCAF, qui regroupent les différents villages donc, de la région des Cailles, ils ont interpellé le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'insécurité générale donc, sur la région des Cailles, mais aussi sur l'ensemble du pays, mais aussi des dangers qui sont liés à l'exploitation des mines dans ces zones, les zones aurifères, donc la région des Cailles, mais aussi les questions de développement qui ont été abordées ça et là. Et la thématique portait sur la place de la diaspora dans la recherche de la paix au Mali. Et ça a été l'occasion également donc, de faire ressortir toutes les actions que la diaspora malienne de France en particulier, mais aussi la diaspora en général, d'une manière générale, a mené. Que ces différentes diasporas donc, ont mené, disons, par rapport à la recherche de la paix depuis 2012. Et votre chaîne Télé-Sud en est un média témoin par rapport à toute cette mobilisation que la diaspora malienne de France a eu à mener, non seulement en termes d'interpellation, mais aussi en termes de mobilisation donc, des populations pour dire non à ce qui s'est passé au Mali, notamment le terrorisme et tous ces affres que ça a suscité dans le nord du Mali. Donc ça a été une occasion voilà, donc de célébrer, mais aussi de mettre l'accent aussi également sur les actions de développement que les associations maliennes de France mènent dans la région des Cailles en particulier, qui d'ailleurs comble le déficit de l'État dans ces localités-là. Donc la paix ne peut s'instaurer qu'avec le développement. Sans développement, il n'y a pas de paix, mais aussi sans paix, il n'y a pas de développement. On va conclure cet entretien, malheureusement. J'avais une dernière question pour vous, et j'aimerais une réponse vraiment courte pour qu'on conclue. Il reste à peu près 4 ans pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour le dernier mandat, et je me disais, sur une échelle de 1 à 10, dans les 4 prochaines années, à quel niveau vous situez les chances de votre pays de retrouver la paix, que le président finisse par au moins laisser un pays en paix avant de partir, sur une échelle de 1 à 10? Sur une échelle de 5 à 10, pour l'instant, je lui donne 5. 5, pourquoi? Parce que ce choix qu'il a eu à faire en faisant l'ouverture par rapport à la classe politique et à la société civile, par rapport aux échéances à venir, notamment la révision constitutionnelle, la mise en œuvre de l'accord, et je pense que c'était une très bonne chose, même si, bien sûr, leur souhait, c'était de prendre toute l'opposition dans le même gouvernement, ça n'a pas été le cas. Je pense que ça a été une bonne chose, dans la mesure où l'accord qui a été signé, l'accord de paix qui a été signé en 2015, cet accord, eh bien, on le sait, ça a été une négociation entre le gouvernement et les différents groupes armés. La population malienne n'a pas été associée par rapport à ces négociations. Et sans oublier que la révision constitutionnelle à venir aussi, le gouvernement a voulu essayer de forcer les choses en essayant d'imposer ça, mais je pense que le fait de faire cette ouverture, ça permet déjà d'apaiser les esprits et les cœurs, le temps que bien ces projets se mettent en place. Et je pense que si ça continue avec ce même pan, avec ce même ouverture, de toujours discuter, d'associer le peuple à la prise de décision en amont, mais pas en aval, je pense que ça peut lui donner plus de chances de réussir. Très bien, Bakary Traoré. Merci. De rien, merci Parizeau, c'était un plaisir. Merci d'être venu. Vous êtes spécialiste des questions géopolitiques du Sahel. Le Mali, vous connaissez évidemment, c'est votre terre natale et vous connaissez bien les hommes politiques et le marigot, le microcosme politique du Mali. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé-Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.